Il est une région en Europe continentale, au nord de la Pologne et au sud de la Lituanie, où la France et la Russie ont eu une longue histoire commune au cours des siècles. Tour à tour alliés ou adversaires, de nombreux conflits y ont eu lieu. De la bataille de Gross-Jägersdorf aux batailles d'Eylau, de Friedland et aux accords de Tilsit, sans oublier les deux guerres mondiales. Nous allons découvrir ce qu'il reste de ces événements tragiques. Ce territoire de l'oblast de Kaliningrad fut au fil du temps prussien, puis allemand et enfin russe depuis 1945. À l'origine, la région était peuplée par des tribus païennes de Prussiens qui prospéraient dans l'agriculture, la pêche, la collecte et le commerce d'ambre sur la côte. Ces terrains, riches et fertiles, attiraient la convoitise de leurs voisins. Au XIIIe siècle, les Prussiens firent la guerre à l'ordre teutonique, mais certains d'entre eux furent contraints de se retirer et de se rendre en Russie, dirigés par le chef de l'opposition Glanda Kambila. La légende raconte que de nombreux clans russes en proviendraient, dont les Romanov, qui fondèrent la dynastie russe. Conquis lors d'une victoire des chevaliers de l'ordre teutonique, ceux-ci construisirent le château de Königsberg en 1255. Königsberg devient alors la capitale du duché et au XVIIIe siècle, le royaume de Prusse. Son territoire connut alors une histoire agitée. Le 30 août 1757, près du village de Gross-Jägersdorf, une des célèbres batailles de la guerre de 7 ans, que certains historiens appellent la Première Guerre mondiale, a eu lieu. Dans cette guerre, la Russie et la France étaient alliées. L'armée russe, dans cette bataille, a vaincu la Prusse. En conséquence, la Prusse est devenue une province de l'Empire russe pendant 4 ans. Suite à cette victoire, Königsberg fit alors partie de l'Empire russe et ses habitants, y compris le philosophe allemand Emmanuel Kant, fondateur du criticisme et de la doctrine dite idéalisme transcendantal, jurèrent fidélité à l'impératrice Élisabeth Petrovna, dite Élisabeth de Russie. Kant reste encore le citoyen le plus célèbre de la ville de Kaliningrad. 4 ans plus tard, la ville redeviendra prussienne. Une légende raconte qu'il n'y a toujours pas de preuve de la renonciation de Kant à son allégeance russe. Si au XVIIIe siècle, au cours de la guerre de 7 ans, la France fut l'alliée de la Russie, il n'en fut pas de même au XIXe. Sur ces terres, en février 1807, alors que la Grande Armée était à la poursuite des Russes, alliés des Prussiens, le général russe Bennigsen accepte l'affrontement à Eylau sur un terrain plat favorisant ainsi la cavalerie. C'est à l'aube que le maréchal français Augereau, à la tête de l'infanterie, lance une offensive. Mais une aveuglante tempête de neige le dévie de son but et ses divisions sont mitraillées à bout portant. C'est à ce moment-là que l'empereur, en s'adressant à Murat, lui dit « Est-ce que tu vas laisser ces gens-là nous dévorer notre armée ?» Et Murat, bien sûr, a saisi son sabre et il s'est lancé vers la cavalerie française. Il a ordonné la charge, il a crié pour le commandement juste une phrase « La direction, le trou de mon cul ». Il s'est lancé le premier dans cette charge magnifique où il a entraîné 10 000 cavaliers français, dragons, cuirassés, hussards, cavaliers de la garde. C'était une charge formidable. Cette bataille fut très indécise. Après une contre-attaque russe, c'est finalement l'arrivée du maréchal Ney qui est déterminante. Celui-ci apporte 9000 hommes frais au cours de la soirée. Les Russes se décident à sonner la retraite. Bennigsen déclara même au tsar Alexandre que c'était une victoire. Un obélisque commémore la bataille. Il est communément appelé le mémorial des 3 généraux et est dédié aux frères d'armes, les Prussiens, les Stock et Dietrich, et le Russe Bennigsen. Le 9 février, le lendemain de la bataille, l'empereur parcourut le champ de bataille. Il a ordonné surtout de relever non seulement les blessés français, mais les blessés russes. Un tableau célèbre d'Antoine Jean Gros, commandé par Napoléon, retrace d'ailleurs cet épisode. L'importance de ce champ de bataille et sa portée symbolique pour la France et la Russie font qu'un mécène russe s'est mis en tête de le reconstituer en commençant par un lieu phare qui fut sous l'époque soviétique transformé en usine. Je voudrais noter que le quartier général de Napoléon était situé juste à côté du bâtiment. Et il regardait la bataille de Preußisch-Eylau
depuis le clocher de cette église. Le concept de la restauration de l'église dans sa forme originale est déjà préparé. En raison du fait que ce bâtiment a été modernisé pendant la période soviétique, nous prenons un ensemble de mesures pour restaurer son aspect original. Mais la guerre de Napoléon sur ce territoire n'en était pas pour autant terminée. La bataille de Friedland fit suite à celle d'Eylau. Pendant que l'empereur se tenait encore à Eylau, le maréchal Lannes fut envoyé en éclaireur pour observer les positions ennemies en repli. Les Russes, observant du clocher ce corps d'armée isolé, décidèrent de l'attaquer. Sur ce champ de bataille, au début, il y avait juste le corps du maréchal Lannes qui a pu tenir contre toute l'armée de Bennigsen, qui arrivait de l'autre côté de la rivière Halle. Et Lannes a tenu pendant plusieurs heures, ce qui a permis à Napoléon de concentrer ses forces, d'attaquer l'armée, l'écraser et la pousser vers la rivière. 2 jours après, le 25 juin, les 2 empereurs se rencontrèrent sur un plateau au bord du Niémen. Et puis le 7 juillet 1807, la paix de Tilsit était signée. Avec ce traité, la Russie devient l'allié de la France et adhère au blocus continental contre l'Angleterre. Après quelques années de paix, la levée par Alexandre Ier de Russie du blocus continental imposé par Napoléon entraîna en 1812 une nouvelle guerre napoléonienne connue sous le nom de campagne de Russie. Les préparatifs de cette grande invasion eurent lieu dans cette région. Le maréchal Ney notamment y résida. En 1812, l'armée de Napoléon est entrée dans la ville d'Insterburg. Ici, dans ce château, il y avait un hôpital, la cavalerie et des écuries pour les chevaux. Napoléon a inspecté son armée avant sa campagne en Russie. Ce château n'a hélas pas encore bénéficié, comme à Eylau, d'un programme de restauration. Mais si vous vous sentez l'âme d'un mécène, les passionnés de Napoléon vous en seront reconnaissants. Au centre-ville, d'autres souvenirs du passage des troupes de Napoléon sont encore présents. Chaque monument a au moins 2 histoires. Et ce soldat de la guerre napoléonienne a aussi sa propre histoire. La première est lorsqu'il a été édifié. Et la seconde est plus du folklore de Tcherniakovsk. Donc, si une fille célibataire s'assoit sur ses genoux, ça veut dire qu'elle se mariera et qu'elle sera heureuse. Et si un jeune homme touche le canon de ce fusil, il sera un bon militaire. Quelques kilomètres plus loin, se dresse ce qu'il reste du château de Georgenbourg, qui fut le quartier général du maréchal Davout et de sa cavalerie. À cette époque, de telles batailles étaient inconcevables sans chevaux, et il en fallait un grand nombre. Cette tradition équestre perdure dans la région, même si ce n'est plus dans le même but. Insterburg, dans l'est de la Prusse, est connu des cavaliers du monde entier, puisque c'est ici, dans l'est de la Prusse, exactement à Insterburg, que les célèbres races de chevaux, Trakehner, Holsteiner, Hanovre, ont été créées et développées, et de nombreux cavaliers du monde entier se réunissent ici, à Insterburg, pour le fameux concours d'équitation dont nous sommes fiers. Cette campagne de Russie de Napoléon se solda par une terrible retraite. Au cours de ces combats, un général s'est particulièrement illustré, notamment en étant l'inspirateur de la politique de la terre brûlée lors de l'avancée des troupes de Napoléon en Russie et lors de la capitulation et l'entrée des troupes russes dans la ville de Paris en 1814. Dans la région de Kaliningrad, tous les habitants de Tchernobykovsk sont fiers que cette terre soit associée au nom du grand chef militaire russe Mikhail Bogdanovich Barclay de Tolly. C'est ici, à Tchernakovsk, qu'il y a la seule grande sculpture équestre au monde pour ce grand chef militaire. Et nous sommes également fiers que Barclay de Tolly soit allé à Paris 2 fois et n'ait pas permis à l'armée russe de faire un seul dégât sur le territoire du Grand Paris. Quittons le 19e siècle pour voir quels événements du 20e ont également marqué l'oblast de Kaliningrad. La première bataille sur le front oriental de la Première Guerre mondiale a eu lieu en Prusse orientale. Ce fut la bataille de Gumbinnen, le 20 août 1914. Comme Winston Churchill le déclara dans un article publié dans le Daily Telegraph en mai 1930, seuls quelques-uns ont entendu parler de Gumbinnen, et presque personne n'a accordé de valeur à l'important rôle qu'elle a joué dans la victoire.
Nous sommes au centre de la bataille de Gumbinnen. Ceci est un mémorial. Il est situé directement sur le champ de bataille. Ici, le 20 août, les troupes russes ont vaincu l'armée allemande et ont ainsi aidé la France alliée en retirant les réserves dont les Allemands manquaient dans la bataille de la Marne. Il y a eu une bataille féroce toute la journée. Ici, les Allemands utilisaient les premières voitures blindées. Les prisonniers russes ont été utilisés comme boucliers humains, mais l'armée russe, l'artillerie, la puissance de l'infanterie ont stoppé les adversaires. Et le célèbre général Mackensen a été forcé de fuir le champ de bataille. Les pertes furent énormes des deux côtés. Et dans leur débâcle, 6000 Allemands furent faits prisonniers. Pendant la Première Guerre mondiale, ce bâtiment servait d'hôpital de la Croix-Rouge de l'armée impériale russe, où la grande princesse Maria Pavlovna Romanova et la princesse Elena Petrovna Romanova travaillaient ici comme infirmières. Si cette victoire russe est peu connue en France, curieusement, elle a été aussi pendant longtemps peu connue des Russes. À l'époque soviétique, on voulait oublier la Première Guerre mondiale. Les communistes ne voulaient pas que l'on se souvienne de ces héros qui avaient combattu pour la patrie, mais aussi pour le tsar. Les monuments aux héros de la Première Guerre mondiale, tels que celui-ci, ont commencé à apparaître seulement 100 ans plus tard. Malheureusement, 30 ans plus tard, Königsberg a été gravement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale et presque complètement détruite au lendemain d'un bombardement massif par l'aviation anglaise en août 1944. 480 tonnes de bombes ont été larguées sur le centre historique. Plus de 40% des bâtiments ont été détruits. Seule la cathédrale survécut. En effet, elle servait de point de repère à l'aviation anglaise. Le commandement allemand avait pourtant bien préparé la ville. Il y avait 3 anneaux de défense comportant chacun des forts et des bastions. Le 9 avril 1945, seulement 3 jours après l'offensive des forces armées de l'Union soviétique, appuyés par l'escadrille franco-russe Normandie-Niemen, les 100 000 soldats de la garnison de la ville se rendirent. À la fin de la guerre, la conférence de Potsdam accorde le territoire à l'Union soviétique. Königsberg est alors renommé Kaliningrad le 4 juillet 1946, avant de s'enfoncer pendant 45 ans dans un profond mystère. La ville est strictement interdite aux étrangers pendant toute la période de la guerre froide. Depuis 1991, elle retrouve son charme historique. La région, avec sa côte, sa réserve naturelle de l'isthme de Courlande et ses lieux de bataille, tente de devenir un nouveau centre d'attraction pour toutes sortes de tourisme.